Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Nous assistons actuellement à une escalade intensive dans la région des Grands Lacs africains. Le Rwanda, qui mène une guerre de conquête contre la République démocratique du Congo, ne veut pas entendre parler les pressions de la communauté internationale qui lui demande de retirer ses contingents militaires de la région du nord et du sud du Kivu. Bien au contraire, le Rwanda continue sa progression, il faut le dire, très rapide. Après avoir conquis la ville de Goma, c'était à la fin du mois de janvier 2025, le Rwanda et des rebelles du M23 que le Rwanda a créés ont conquis dernièrement, le week-end dernier, la ville de Bukavu dans le sud du Kivu. Et actuellement, à l'heure où on parle, ils sont en train d'enregistrer d'autres gains militaires en progressant vers la ville d'Uvira, plus au sud, et frontalière avec le Burundi, avec la ville de Bujumbura au Burundi, ce qui craint une insécurité croissante. Et si nous intervenons aujourd'hui, c'est pour parler des pressions internationales qui demandent au Rwanda de retirer son armée et de laisser tranquille les pays voisins. Mais rien n'est fait jusqu'à présent, puisque justement la progression continue. Il faut dire que la rébellion du M23 est justement avec son soutien, le Rwanda, ont le vent en poupe. Rien ne semble les retenir. Et actuellement, le pays menacé maintenant, parce que le Congo est déjà attaqué, agressé, et beaucoup de territoires dépendent de territoires qui ont été déjà conquis. Et le pays menacé actuellement semble être le Burundi. Le Burundi que le Rwanda accuse d'avoir des autorités qui ont une idéologie génocidaire. Et ils ont commencé, je parle des autorités rwandaises, les Rwandais, les communicants rwandais ont commencé à accuser le Burundi justement de l'ethnisme. Et le président Kagame l'a répété lui-même lors de la dernière interview qu'il a accordée au journal français Jeune Afrique, lorsqu'il a dit que le Burundi est intervenu dans le conflit congolais pour des raisons ethniques, ce qui justement reste à prouver. Mais c'est son opinion, c'est son opinion. Et la même accusation est portée contre les autorités congolaises qui, justement, aux yeux de Kigali, aux yeux des autorités de Kigali, le Congo aurait une politique de discrimination à l'encontre des rwandophones qui habitent le nord et le sud du Kivu. Et de là, justement, à justifier l'agression qui est en cours. Mais comme je le disais au début, ce qui a fait que nous intervenions aujourd'hui, c'est cette volonté de la communauté internationale de mettre de la pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son agression. Vous avez suivi, il y a des développements intenses. Il y a la Belgique qui a porté sa voix très haute en demandant que des sanctions soient prises contre le Rwanda. Et on l'a dit la fois dernière déjà, la Belgique insiste et demande que le Rwanda
soit sanctionné pour ce qu'il fait à l'est de la République démocratique du Congo. Et si l'Union européenne n'a pas encore pris des sanctions contre le Rwanda, c'est justement parce qu'il y a un pays qui s'y oppose, à savoir la France. Cela, on l'a dit la dernière fois. Mais les derniers développements, justement, dans cette situation, c'est que le Rwanda, maintenant, vient de suspendre les programmes de coopération avec la Belgique. Ce qui est étonnant parce que, justement, c'est le Rwanda qui était bénéficiaire. La Belgique était un pays contributeur, non pas un pays bénéficiaire. Mais le Rwanda a jugé utile de suspendre ce programme. Dans un communiqué publié ce mardi, le Rwanda a dit que la Belgique mène une politique qui lui est très hostile en demandant que des sanctions soient prises à son encontre. I always hear countries like Belgium talking about Rwanda, asking for punishments for Rwanda, but they are the guys who, they are part of the history, they are part of the problem. Mais le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, dans un tweet posté sur le réseau X, a indiqué en réalité que son pays, la Belgique, était en train d'examiner justement des moyens, des voies de mettre fin à ce programme de coopération militaire. Ce qui veut dire en réalité que le Rwanda a pris les devants parce qu'il savait bien que c'était en cours et que quoi qu'il arrive, ce programme a été suspendu. Donc c'est une façon de se dédouaner et de dire, vous voyez, ce n'est pas la Belgique qui suspend le programme, c'est nous-mêmes. Mais dans le même temps, il y a d'autres pressions qui existent, et notamment du côté de la Grande-Bretagne, qui était un allié, un des grands alliés de Kigali, qui, ce mardi également, a convoqué l'ambassadeur rwandais au Royaume-Uni, Johnson Busingye. Et en diplomatie, vous le savez très bien, c'est un geste très fort, très symbolique. Ce n'est pas la teneur de ce qui va se dire lors de l'entretien qui compte. Ce qui compte, c'est ce geste même de convoquer l'ambassadeur. Ça veut dire, en convoquant l'ambassadeur, on veut montrer à l'opinion internationale que le pays, la Grande-Bretagne, désapprouve les actions du Rwanda, les agissements du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Justement, c'est justifié parce que le communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères indique que l'ambassadeur est convoqué suite à la progression de l'armée rwandaise et des rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire, en réalité, que quand on convoque l'ambassadeur, c'est un signal fort. C'est un geste montrant que le pays, que les deux pays, les deux nations, en fait, les relations sont en train de se détériorer de façon significative. Voilà. Il y a la Belgique, dont le Rwanda a suspendu le programme de coopération, et il y a la Grande-Bretagne qui convoque l'ambassadeur. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Rwanda maintenant ne veut pas entendre parler de ces pressions exercées à son encontre par les amis d'antan qui lui demandent de retirer son armée de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce que fait le Rwanda, c'est ce qu'il a toujours fait, c'est nier. Dire comme le président Kagame lui-même le répète
la volonté que le M23 n'est pas un mouvement rwandais, alors que tout le monde le sait. Maintenant, personne ne se gêne maintenant à dire que le M23 est une rébellion congolaise soutenue par le Rwanda. Toutes les pressions exercées contre le Rwanda maintenant lui disent que maintenant c'est connu que c'est l'armée rwandaise qui est en train de mener des conquêtes à l'est de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda, justement, continue de nier. Et j'ai vu dernièrement les communicants rwandais maintenant, ils ont adopté une autre posture qui est de soutenir le président Paul Kagame, qui est justement, on le voit, dans une situation qui n'est pas très enviable. Et les communicants rwandais, certains idéologues, et les propagandistes, il faut le dire, demandent au peuple rwandais, à la population rwandaise, de soutenir leur président, en disant que justement, les Rwandais lui apportent leur soutien dans ce combat qu'il est en train de mener. Et un combat d'ailleurs qui est jusqu'à présent injustifiable, parce que c'est lui l'agresseur et non pas l'agressé. Et voilà. Et donc, il y a ce développement, la Belgique, les relations entre la Belgique et le Rwanda qui sont très compliquées. C'est le Rwanda qui a pris l'initiative officiellement de suspendre le programme de coopération. Il y a la Grande-Bretagne qui convoque l'ambassadeur Johnson Busige, l'ambassadeur rwandais à Londres. Et il y a les communicants rwandais qui maintenant veulent montrer à leur président qu'il est soutenu par l'opinion nationale rwandaise. Ce qui reste à prouver également. Mais de notre côté, ce mardi même, on a vu que les Nations Unies, le Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme, dans une conférence de presse tenue à Genève, a accusé officiellement le M23 de s'adonner au massacre, et en précisant que les rebelles du M23 ont dernièrement assassiné beaucoup de Congolais à Bukavu, mais ils ont insisté sur le fait que parmi les gens assassinés se trouvaient des enfants. Thank you, Matt. Thanks, Alessandra. The situation in Eastern Democratic Republic of the Congo is deteriorating sharply, resulting in serious human rights violations and abuses such as summary executions, including of children, and conflict-related sexual and gender-based violence. There have also been attacks on hospitals and humanitarian warehouses, as well as threats against the judiciary. The Rwanda-backed M23 advance to South Kivu has plunged the region into a complex security and humanitarian crisis, provoking population displacement. Our office has confirmed cases of summary execution of children by M23 after they entered the city of Bukavu last week. We're also aware that children were in possession of weapons. We call on Rwanda and M23 to ensure that human rights and international humanitarian law are respected. We're also documenting cases of ill treatment, conflict-related sexual and gender-based violence, child and forced recruitment, intimidation, and death threats. Additionally, we have received information about arbitrary arrests and detentions, degrading treatment, and alleged forced returns of Congolese young men fleeing violence in neighboring countries. Following the prison break from Kabare and Bukavu central prisons on the 14th of February, we've received protection requests from victims and witnesses. They fear retaliation from escapees given their active participation in the trials against some of these prisoners who were convicted of grave human rights violations and abuses, some of which amount to international crimes. We also have concerns for the safety of lawyers and other judicial staff. We've received reports that journalists, human rights defenders, and members of civil society organizations have been threatened and forced to leave the area.
Others are still stuck in Bukavu and in Goma and have expressed fears for their safety due to their active engagement for human rights and their denunciation of violations and abuses committed by Rwanda and the M23 in various territories of the eastern DRC. The UN Human Rights Chief Volker Turk calls on Rwanda and the M23 to protect all individuals in territories under their control. He expresses his horror at the events unfolding in South and North Kivu and the impact that this is having on civilians. The violence must stop immediately. All parties must respect international humanitarian law, in particular regarding the protection of civilians and human rights law. They must resume dialogue within the framework of the Luanda and Nairobi processes. The risks of this spilling over into an even deeper and wider conflict are frighteningly real and will have even more devastating consequences on civilians. Thank you very much. And before... Et les enfants qui apparemment portaient des armes. Ce qui est une autre histoire, on ne va pas entrer là-dedans. Mais si on assassine les enfants, et si les gens mettent l'accent sur ce statut d'enfant, c'est que justement, ils veulent montrer que les auteurs de ces crimes sont allés très loin. Évidemment, personne n'a... bien évidemment, personne ne doit être tué. Mais quand on parle, vous le suivez souvent dans les rapports, on parle des personnes vulnérables. Ça veut dire justement les personnes âgées, les femmes et les enfants. Et quand on fait de tels rapports et qu'on insiste sur le statut d'enfant des victimes, c'est que on veut susciter l'émotion internationale. Ce qui est le cas justement dans la conférence de presse qui s'est tenue ce mardi à Genève. Ça veut dire que ceux qui ont fait ce rapport, les déclarations qui ont été faites avaient en fait pour objectif de montrer le caractère sauvage, barbare des soldats rwandais qui sont à Bukavu maintenant et qui sont en train de commettre des massacres énormes, intenses, ciblés. On parle même, on dit, on est en train de dire dans cette région, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, que l'OM23 et l'armée rwandaise, justement, l'armée rwandaise est la première responsable de ce qui se passe. Les forces spéciales venues du Rwanda, spécialement pour cela, est en train de cibler les membres du parti UDPS et du président Félix Tshisekedi. Ce sont des éliminations politiques, des éliminations ciblées. Et je vais dire à l'endroit des autorités rwandaises que massacrer des gens sur base des convictions politiques est constitutif du crime et du génocide également. Lorsque vous tuez des gens parce qu'ils ont des opinions différentes et que vous, cela est constitutif du crime et du génocide. De même que si vous tuez des gens pour des raisons ethniques, pour des raisons régionales, quand vous massacrez des gens à cause de leurs opinions politiques, cela est également constitutif du crime et du génocide. Ce qui veut dire que tôt ou tard, les auteurs de ces crimes-là devront être traduits devant la justice et surtout que, comme les gens de Kigali le répètent souvent, le génocide, le crime de génocide est un crime imprescriptible. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, que ce soit dans 20 ans, dans 30 ans, les auteurs de ces crimes odieux pourront être poursuivis. On en arrive maintenant aux menaces
observé dernièrement contre le gouvernement du Burundi. Il y a le porte-parole de la rébellion qui s'appelle Laurence Kanyuka, qui appelle le gouvernement burundais à retirer son armée de la République démocratique du Congo. The message to the Burundian government is simple. Get your troops out of Congo right now. There's no discussion. Take your troops back to your home where they belong. That's it. Et si je rappelle que le Burundi a envoyé son armée, ses contingents militaires en République de la République démocratique du Congo sur base d'un accord entre deux pays souverains. Ça veut dire la République démocratique du Congo et le Burundi. Et il y a une rébellion qui vient comme cela faire des déclarations dictées par un autre pays de la région, le Rwanda, demander au Burundi de retirer son armée. Comme si le pouvoir de Kinshasa n'avait plus aucun mot à dire dans ce qui se passe dans les affaires internes de son pays, de son territoire. Et vous l'avez vu justement, maintenant, dans les territoires conquis par la rébellion, il y a de nouvelles autorités locales qui sont nommées. Des autorités normalement qui sont afféodées au régime de Kigali pour des raisons ethniques. Il faut le dire, on le voit à Goma, on le voit également à Bukavu. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'à Bukavu, maintenant, le maintien de l'ordre est fait par des éléments de la police venus du Rwanda. Ce qui est incompréhensible. Parce que la police congolaise, évidemment, n'est plus là. Les policiers congolais ont fui ou sont en train d'être massacrés ou torturés. Et donc, il y a d'autres policiers qui viennent du Rwanda pour faire des rondes nocturnes ou diurnes, je ne sais plus, à Bukavu, dans un autre pays, au vu et au su de tout le monde. Comme si le Rwanda, justement, était maître maintenant de la situation qui règne à Goma. Et comme nous le disions justement, le Rwanda est en train de demander au Burundi de retirer son armée du Congo, de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il y a des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux affirmant que le Burundi a pris la décision effectivement d'aller dans ce sens et de retirer son armée du Congo. Mais le porte-parole de l'armée a bien fait de démentir ces informations-là. Même si peut-être sur le terrain militaire, l'armée burundaise comme l'armée congolaise est en mauvaise posture, mais le Burundi n'a pas pris la décision de rappeler ses militaires qui se trouvent sur ce territoire. Et si justement le Burundi décidait de retirer son armée du Congo, ce serait une grave erreur. Parce que comme nous l'avons dit dernièrement, la prochaine cible de l'armée rwandaise, sous couvert du M23, c'est justement le Burundi. On a dit, on a répété. J'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de commentateurs, justement, vont dans ce sens-là, que l'objectif du Rwanda est de renverser les institutions du Burundi. Et ça a été déjà tenté en 2015, ça n'a pas marché. Maintenant, avec le M23, ils veulent renverser le gouvernement burundais, le pouvoir du président Evariste Ndayishimiye. Ils ont créé dernièrement un autre mouvement qui s'appelle le FBL Burundi, le Front de libération du Burundi à Burundi, pour que justement ils combattent, ils disent qu'ils veulent renverser le gouvernement burundais. Et la création de ces mouvements-là, justement, ça rentre
dans le cadre des intentions du pouvoir de Kigali. Donc, créer une rébellion au Burundi, il existait déjà Redi Tabara, que l'on connaissait maintenant. Ils ont fusionné avec d'autres mouvements que moi, personnellement, je ne connaissais pas pour créer ce mouvement nouveau qui veut lutter contre le pouvoir de Bujumbura et renverser le régime du CNDD-FDD, dirigé par le général Évariste Ndayishimiye, président de la République. C'est ce qu'ils ont fait avec la rébellion du M23. Ils mettent en avant justement le M23, revendiquant, déclarant qu'ils se battent pour leurs droits, les droits des rwandophones dans les provinces du nord et du sud du Kivu. Et maintenant, il y a ce nouveau mouvement créé également par le Rwanda qui vise le renversement des institutions burundaises. Et je disais donc que si le Burundi retirait son armée du Congo, il commettrait une grave erreur. Donc, il faut que le Burundi comprenne que les institutions du pays sont la prochaine cible du pouvoir rwandais. Les vérités sont bien connues. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. Et donc, le porte-parole de l'armée burundaise a bien fait de démentir à ces informations qui affirmaient que le gouvernement de son pays a décidé de retirer son armée de l'Est et de la République démocratique du Congo. Ce qui montre que les tensions maintenant sont palpables dans la région, non seulement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais également entre le Rwanda et le Burundi. Le Rwanda qui continue de se cacher derrière des rébellions factices. Mais où compte aller le Rwanda? Jusqu'où compte aller le Rwanda? C'est la question que tout le monde se pose. L'inénérable Corneille Nangaa a affirmé dernièrement que ce mouvement compte aller jusqu'à Kinshasa pour renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais la communauté internationale s'y oppose. Et vous avez suivi dernièrement à Nairobi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que de telles déclarations, à ses yeux, sont un bluff, que la rébellion ne peut pas aller à Kinshasa. Mais les intentions existent, et c'est peut-être pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il accepte les négociations, mais on ne sait pas ce qui peut arriver officiellement. Parce qu'il y a le président Kagame, en fait, qui est le principal décideur dans cette situation. S'il décide qu'il veut aller jusqu'à Kinshasa, il y mettra des moyens. On le sait, il ne lésine jamais sur les moyens, il peut le faire. Et Corneille Nangaa, comme les Laurence Kanyuka, comme d'autres communicants de la rébellion du côté de Kigali, disent ce qu'on leur dit de dire. C'est en fait les services secrets du gouvernement rwandais qui dictent la ligne de communication à suivre. Et Corneille Nangaa, comme d'autres que je viens de citer, ne peuvent qu'exécuter. Parce que s'ils n'exécutent pas, c'est eux qui seront exécutés. Ça se passe comme cela. La situation est donc explosive dans cette région. Il y a le Burundi qui est menacé et il y a le Congo qui voit ses territoires de plus en plus conquis. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Le président Félix Tshisekedi, après la prise de la ville de Goma, avait promis une riposte rigoureuse qui n'a pas eu lieu.
ou qui se fait attendre. Peut-être que ça viendra. Après la prise de la ville de Bukavu, il n'y a pas eu de réaction officielle. Et il y a l'échec dont on a parlé dernièrement, des tentatives de négociation avec le sommet de Dar es Salaam, qui était un sommet conjoint entre l'EAC et la SADC. Toutes les résolutions qui ont été adoptées au cours de ce sommet-là sont tombées déjà à l'eau. Et le Rwanda continue sa progression vers le sud. Mais jusqu'où justement? Jusqu'à Kinshasa? Jusqu'à Minembwe? Est-ce que le Rwanda veut tout simplement contrôler les frontières, les territoires congolais frontaliers avec le territoire rwandais? On ne sait pas. Dans tous les cas, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est cette pression de la communauté internationale qui est exercée à l'encontre du Rwanda et que le Rwanda continue de s'entêter. Le Rwanda ne veut pas se faire dicter la ligne de conduite. Et on a vu avec ce bras de fer entre la Belgique et le Rwanda, dont le programme de coopération vient d'être suspendu par le Rwanda, par Kigali. Il y a cette convocation de Johnson Busingye, l'ambassadeur du Rwanda à Londres, qui a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Mais je voudrais également revenir sur l'acteur majeur dans cette crise-là, qui est en train d'être décrié par tout le monde maintenant, c'est la France. S'il vous plaît, je voudrais m'adresser au président Emmanuel Macron. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour arrêter le Rwanda. Les déclarations d'intention ne suffisaient plus. Les Congolais vous accusent, monsieur le président, de soutenir activement le Rwanda dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Peut-être qu'il n'y a pas de preuves, mais vous êtes l'allié principal de Kagame dans cette région. Et vous êtes le responsable principal de ce qui va se passer après. C'est ce qu'avait dit le président Félix Tshisekedi à la réunion de Munich, le sommet de sécurité de Munich. Il avait dit que ce qui va se passer après, peut-être que la communauté internationale en sera responsable. Mais vous, monsieur Macron, qui soutenez Paul Kagame dans cette région, est-ce que vous voyez les massacres qui sont en train d'être commis? On a parlé de 3000 personnes qui sont mortes à Goma, mais il y en a beaucoup plus. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme vient de publier un rapport. Ça a été dit, nous venons de le dire. Qu'à Bukavu, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être massacrés. On a parlé de ces enfants qui ont été exécutés sommairement. Et vous dites, là, monsieur Macron, même si je suis accusé, je continue quand même de m'opposer à la prise de sanctions à l'encontre du président Paul Kagame. Vous allez emporter la responsabilité également. Vous allez emporter la responsabilité. Parce que si des gens, des partenaires fiables, osaient dire ouvertement à Paul Kagame, comme le fait la Belgique, comme est en train de le faire la Grande-Bretagne, si la France également s'y mettait et que vous étiez nombreux à le faire, peut-être que Paul Kagame finirait par retirer son armée à l'est de la République démocratique du Congo. Évidemment, il y a beaucoup de crimes qui ont déjà été commis. Et ces gens-là ne vont pas revenir. Ils ont été tués. Il y a eu beaucoup de pillages. Il y a eu beaucoup de viols de femmes, dont de jeunes filles d'ailleurs. Et vous continuez à assister comme cela, à demander à Paul Kagame de retirer son armée comme si on priait le bon Dieu. S'il vous plaît, soyez sérieux.
Les gens meurent. Il y a beaucoup d'atrocités dans cette région. Et on connaît depuis longtemps, depuis 1994 ou depuis les années 90, on connaît comment procède l'armée de Paul Kagame. C'est une machine à tuer. Quelqu'un de ses proches a dit que quand il a pris la responsabilité de la rébellion encore, enfin, qui était encore en rébellion du FPR, Paul Kagame a exigé qu'on fasse des formations et qu'on fasse de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, a killing machine, une machine à tuer. Et effectivement, l'armée rwandaise est une machine à tuer, qui ne respecte aucune règle. Que ce soit des règles morales, que ce soit des règles dans le cadre du droit international. C'est une armée qui ne respecte aucune règle. Seule la volonté de Paul Kagame compte. Et maintenant, il y a des Rwandais qui sont morts, innombrables. Il y a des Congolais qui sont en train d'être tués. D'ailleurs, depuis 1996, il y a des Congolais qui meurent, qui sont tués, qui sont assassinés. Il n'y a pas cette armée-là. Et prochainement, peut-être, il y a des Burundais qui vont être massacrés. Et la communauté internationale assiste. Il y a des pays qui sont en train de se bouger. La Belgique et la Grande-Bretagne. J'aimerais bien que également la France fasse partie de ces pays-là, volontaristes, qui exigent que l'armée rwandaise se retire de façon inconditionnelle du territoire congolais. Il y a les États-Unis dont on ne sait jusqu'à présent pas la position sur ce qui se passe. Je reviendrai prochainement sur la politique américaine sur le continent africain, en commençant par ce qui se passe en Afrique du Sud, puisque Elon Musk est parvenu à mettre en opposition les deux pays. Le président Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa se sont maintenant en froid, officiellement en froid, à cause de ce qu'a murmuré Elon Musk à l'oreille de Donald Trump. On y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que les États-Unis portent également une grande responsabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Outre la France, il y a les États-Unis. Ils sont maintenant occupés ailleurs avec la résolution du conflit russo-ukrainien, avec la résolution du conflit entre le Hamas et Israël. Mais on aimerait bien que également les États-Unis s'investissent dans la recherche d'une solution durable dans la région des Grands Lacs. Et ailleurs d'ailleurs, puisque c'est la première puissance mondiale, peut-être qu'on peut parler également du Soudan, mais ce qui nous occupe actuellement, c'est surtout l'Est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda contrôle maintenant le lac Kivu de façon officielle. C'est le Rwanda qui contrôle, et bon, le trafic entre les villes de Goma et de Bukavu ont repris. C'est maintenant le Rwanda qui contrôle tout le lac, alors que normalement, c'est un lac entre les deux pays, la République démocratique du Rwanda et le Rwanda, et la partie qui revenait au Rwanda était la partie la moins importante. Et maintenant, le Rwanda contrôle tout. Et le Rwanda contrôle des mines, on l'a dit, on l'a répété, de l'Est de la République démocratique du Congo. Au vu et au su de tout le monde, et tout le monde trouve cela normal. Donc, je dis maintenant, le Rwanda
essaie de résister à la pression internationale qui existe et essaie de continuer à conquérir des territoires. Maintenant, c'est le Burundi maintenant. Et on ne sait pas s'il va y arriver, mais je vais appeler tous les pays occidentaux essentiellement, mais également la Russie et la Chine, à intervenir auprès du Rwanda pour que cette progression cesse, pour que le carnage s'arrête et pour que cette région puisse respirer la paix et la stabilité comme c'était avant l'arrivée du FPR. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était ce que nous voulions dire aujourd'hui. Nous voulions revenir sur cette situation explosive dans la région des Grands Lacs. J'espère qu'on y reviendra aussi, hein, parce qu'il y aura d'autres développements. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt. Au revoir.